Colette Mercier avait 71 ans lorsqu'elle commit l'erreur qui allait bouleverser sa vie. Ou peut-être n'était-ce pas une erreur. Peut-être était-ce le seul acte honnête qu'elle ait accompli depuis des décennies. Difficile de dire à quel moment tout s'est effondré autour d'elle et que la vérité a finalement éclaté. Elle avait tenu le café Belle Époque, en plein cœur de Montmartre, pendant 43 ans. L'établissement occupait un charmant immeuble d'angle rue Le Pic, avec des murs de briques apparentes, des tables en marbre patiné et une machine à expresso italienne que Colette avait personnellement astiquée chaque matin pendant 4 décennies. Avez-vous déjà rêvé d'un tel retournement de situation, peut-être grâce à un message privé inattendu ou dans un café au hasard de votre ville? Racontez-nous votre histoire en commentaire et en vous inscrivant, embarquez avec moi pour ce voyage à travers la France où chaque tournant dévoile un fragment de votre propre destin. Les hautes fenêtres donnaient sur la rue pavée où se mêlaient touristes et locaux. Et les jours de soleil, les tables installées sur le trottoir étaient toujours bondées. Le café n'était ni grand, ni particulièrement rentable, mais il lui appartenait. Enfin, à elle et à son mari, Henri. Officiellement, Henri était le propriétaire. Son nom figurait sur les documents, les contrats, les actes de propriété. Mais qui se levait à 5 heures du matin pour réceptionner le pain frais de la boulangerie? Qui préparait les croissants, dressait les tables, connaissait chaque client habituel par son nom et sa commande préférée? Colette. Cela avait toujours été Colette. Henri Mercier avait 74 ans et était retraité depuis 10 ans. Comptable de profession, il avait été un homme méticuleux qui rangeait ses reçus dans des classeurs colorés et vérifiait ses relevés bancaires à la loupe. Depuis sa retraite, il passait ses journées à jouer à la pétanque avec d'autres messieurs au parc de la Turlure, à dévorer le monde et à critiquer le gouvernement. Il ne fréquentait le café que pour déjeuner, commandant toujours le même plat, une omelette aux gruyères et à la salade verte. Il mangeait en silence, lisait son journal et repartait sans avoir débarrassé une seule tasse. Leur mariage était comme l'expresso froid que Colette trouvait parfois oublié sur les tables, insipide, sans chaleur, un simple résidu amer de quelque chose qui avait été bon. Ils s'étaient mariés jeunes, elle à 24 ans, lui à 27. Il y avait eu de l'amour au début, ou quelque chose qui y ressemblait. Une passion suffisante pour donner naissance à 2 enfants, Mathieu et Sophie, désormais adultes, avec leur propre famille et leurs propres problèmes. Mais au fil des ans, Henri était devenu une présence distante, un hôte poli dans sa propre maison. Ils dormaient dans la même chambre, mais ne s'étaient pas touchés depuis des années. Ils parlaient de factures et d'obligations, jamais de sentiments ni de rêves. Et vous, au cœur du tumulte parisien ou dans le silence de votre quotidien, avez-vous déjà ressenti cette étincelle interdite embraser un monde qui a tout bouleversé? Ou attendez-vous encore le peintre idéal pour donner vie à votre histoire? Partagez en commentaire le secret que vous gardez au fond de votre cœur. Qui sait, en vous abonnant à la chaîne, peut-être découvrirons-nous ensemble le prochain chapitre qui fera écho à votre propre histoire. Colette l'avait accepté comme on accepte le temps parisien, pluvieux, gris, mais supportable, jusqu'à ce que Julien Blanchard fasse irruption dans sa vie un mardi de mars. Il avait 22 ans et se présenta au café en quête de travail. Il venait d'emménager à Paris après avoir quitté Toulouse, où il avait étudié l'histoire de l'art, mais avait abandonné ses études en dernière année. Il avait un besoin urgent d'argent, expliqua-t-il avec un doux accent du Sud, qui donnait à sa voix une musicalité presque musicale. Il était prêt à tout faire, plongeur, serveur, nettoyeur de toilettes. Colette n'avait pas besoin d'employés. Elle tenait le café seule depuis des années, avec l'aide occasionnelle de sa nièce le week-end. Mais Julien avait quelque chose qui la faisait hésiter. Peut-être ses grands yeux bruns, toujours un peu tristes même lorsqu'il souriait. Peut-être ses mains d'artiste, aux longs doigts tachés de peinture. Ou peut-être était-ce simplement la solitude qu'elle reconnaissait en lui, un reflet de la sienne. Elle l'a embauché. Elle se disait que c'était par commodité. Le café était devenu trop lourd à gérer seule. Elle avait mal au dos en fin de journée. Ses mains, déformées par des décennies de travail, tremblaient sous le poids du plateau.
Julien serait utile, c'est tout. Mais dès le premier jour, il était bien plus que cela. Julien dégageait une énergie qui transformait l'espace autour de lui. Il discutait avec les clients comme avec de vieux amis, lançait des blagues qui faisaient sourire même les Parisiens les plus sérieux, se souvenait de détails sur la vie des gens et prenait de leurs nouvelles lors de leur visite suivante. En 2 semaines, les habitués le réclamaient par son nom. Les jeunes femmes du quartier commencèrent à fréquenter le café plus souvent, trouvant toujours des prétextes pour parler aux beaux serveurs au regard mélancolique. Mais Julien passait le plus clair de son temps à discuter avec Colette. Entre 2 clients, il s'asseyait au comptoir et parlait d'art. Il décrivait avec une telle passion les tableaux qu'il avait vus au musée d'Orsay que Colette pouvait parfaitement les visualiser, alors même qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans un musée de sa vie. Il parlait de sa famille à Toulouse, son père, cordonnier, qui ne comprenait pas pourquoi son fils avait perdu des années à étudier des tableaux démodés. Sa mère, qui croyait encore qu'il reviendrait reprendre le commerce familial. Il parlait de sa petite amie qu'il avait quittée 3 mois plus tôt, lui disant qu'il était beau, mais sans ambition, qu'il serait pauvre toute sa vie s'il continuait à rêver d'art au lieu de trouver un vrai travail. Colette écoutait. Elle écoutait vraiment, comme elle ne l'avait pas fait depuis des décennies. Julien écoutait aussi. Il lui posa des questions sur sa vie, sur ce que c'était que de tenir un café pendant si longtemps, sur ses rêves de jeunesse. Pour la première fois depuis des années, Colette se surprit à parler de la jeune fille qu'elle était avant son mariage, son désir d'étudier les lettres à la Sorbonne, son amour pour l'écriture secrète de poèmes dans des carnets qu'elle cachait sous son lit, ses rêves de parcourir le monde et de rencontrer des écrivains célèbres. Henri n'avait jamais rien su de tout cela. Il ne s'était jamais renseigné. Pour lui, Colette avait toujours été simplement l'épouse efficace qui tenait la maison en ordre et le café rentable. 3 mois après l'arrivée de Julien au travail, quelque chose changea. D'abord subtilement. Colette commença à se lever plus tôt pour soigner davantage sa coiffure. Elle troqua ses robes informes et pratiques contre des vêtements légèrement plus ajustés qu'elle dénicha au fond de son placard. Elle recommença à porter du rouge à lèvres, un rose tendre qu'elle n'avait pas mis depuis 10 ans. Elle se disait que c'était ridicule, qu'elle se comportait comme une adolescente. Mais elle ne pouvait s'en empêcher. Julien avait lui aussi changé. Son regard s'attardait plus longtemps sur Colette. Lorsqu'ils se croisaient dans l'espace exigu derrière le comptoir, il la frôlait légèrement. Un contact qui durait 1 seconde de trop. Il arrivait plus tôt et partait plus tard, trouvant des prétextes pour rester. La machine à café avait besoin d'un nettoyage plus approfondi, les chaises d'être réarrangées, les stocks vérifiés. Leur premier baiser eut lieu un dimanche soir. Le café fermait à 20h le dimanche et Colette restait toujours pour faire la comptabilité de la semaine. Julien proposa son aide. Henri était à la maison, devant la télévision comme d'habitude. Les enfants de Colette vivaient loin. Mathieu à Lyon avec sa famille, Sophie à Bordeaux, trop prise par sa carrière d'avocate pour rendre visite à sa mère. Ils travaillèrent côte à côte en silence, comptant l'argent et classant les reçus. Une fois leur tâche accomplie, Julien ne partit pas. Il resta près de la porte, la fixant avec une intensité telle que Colette en oublia de respirer. Il fit 3 pas vers elle. Elle aurait dû reculer. Elle aurait dû lui dire de partir. Mais elle ne dit rien. Quand ses lèvres effleurèrent les siennes, Colette ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié la nature. Le désir. Non pas le désir las et convenu des premières années de mariage, mais quelque chose de sauvage, de terrifiant et d'inapproprié. Elle avait 71 ans. Elle aurait pu être sa grand-mère. C'était absurde, immoral, ridicule. Mais mon Dieu, comme elle le désirait. Elle le désirait tellement que ça en était douloureux. Ils ont commencé à se voir après la fermeture du café. Toujours le dimanche, le seul jour où Henri ne venait même pas déjeuner, préférant rester à la maison à regarder le football. Colette disait à son mari qu'elle avait du travail supplémentaire, de la paperasse accumulée, des problèmes avec les fournisseurs. Henri ne posait jamais de questions. Pourquoi l'aurait-il fait?
Elle avait toujours été fiable, prévisible, ennuyeuse. Dans le café désert et silencieux, sous la douce lumière des vieilles lampes, Colette et Julien devinrent amants. Ils firent l'amour dans le petit bureau à l'arrière, parmi les dossiers et les boîtes de serviettes. C'était parfois maladroit, leurs corps si différents par l'âge et l'énergie. Mais c'était aussi intense d'une manière que Colette n'avait jamais connue, même dans sa jeunesse. Julien la touchait comme si elle était précieuse, comme si chaque ride, chaque marque de l'âge était à admirer plutôt qu'à cacher. Il la regardait comme Henri ne l'avait jamais regardée, même lorsqu'ils étaient jeunes. Puis, ils firent l'amour et parlèrent pendant des heures. Julien évoqua son rêve d'ouvrir un jour une petite galerie d'art, de soutenir des artistes inconnus, d'apporter de la beauté à un monde qui lui paraissait de plus en plus laid. Colette parla des poèmes qu'elle écrivait encore parfois en secret sur des serviettes en papier pendant ses pauses au travail. Des vers sur la solitude et le temps perdu qu'elle n'avait jamais montrés à personne. Elle les montra à Julien. Il les lut les larmes aux yeux et dit qu'ils étaient magnifiques, qu'elle avait un vrai talent, que c'était un crime de l'avoir gâché. 6 mois s'écoulèrent ainsi. 6 mois de mensonges, de rendez-vous secrets et d'un bonheur si intense que Colette se réveillait parfois en pleine nuit, tremblante, certaine d'être punie pour un tel égoïsme. Mais elle ne pouvait s'arrêter. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait vivante. C'est Sophie qui l'a découvert. Elle s'est présentée à l'improviste un dimanche après-midi, décidée à rendre une visite surprise à sa mère après une réunion d'affaires à Paris. Elle est entrée dans le café grâce à la clé que Colette lui avait donnée des années auparavant, comptant l'aider à fermer la porte à clé. Au lieu de cela, elle a trouvé sa mère dans les bras d'un homme qui aurait pu être son petit-fils. Le cri de Sophie résonna dans le café. Julien recula d'un bond, se précipitant pour rhabiller sa tenue. Colette, paralysée, le visage blême, tenta de s'expliquer, mais les mots lui manquaient. Comment expliquer l'inexplicable ? Sophie était furieuse, comme Colette ne l'avait jamais vue. Elle hurlait, furieuse contre Colette pour la honte et le manque de respect dont elle avait été victime envers son père, la traitant de vieille femme ridicule. Elle traita Julien de parasite, l'accusant de profiter d'une femme vulnérable pour lui soutirer de l'argent. Julien tenta de se défendre, mais Sophie refusa de l'écouter. Elle exigea qu'il parte immédiatement et ne revienne jamais. Elle menaça d'appeler la police s'il refusait. Julien regarda Colette, attendant qu'elle dise quelque chose. Mais Colette resta silencieuse, paralysée par la honte et la panique. Il partit, et chaque pas qu'il faisait vers la porte semblait lui arracher un morceau. Sophie a dit qu'elle allait tout raconter à son père. Colette l'a supplié de ne rien dire, mais sa fille était déterminée. Henri méritait de savoir quelle femme il avait eue toutes ces années, quel genre de femme il avait soutenue, quelle trahison se tramait sous son nez. Ce soir-là, dans son appartement du Marais, Sophie a raconté à son père la trahison de sa mère. Assise dans son salon minimaliste et luxueux, des verres de vin rouge posés sur la table basse en verre, elle lui a dévoilé tous les détails sordides dont elle avait été témoin. Henri écouta en silence. Quand Sophie eut fini, s'attendant à de la colère, de la peine ou au moins de la surprise, il se contenta de soupirer. Un long soupir là, celui d'un homme qui portait un fardeau depuis trop longtemps. Henri a alors révélé sa propre vérité. Il le savait. Dieu, bien sûr, le savait. Il n'était ni aveugle ni stupide. Il avait remarqué ses vêtements différents, son rouge à lèvres, la façon dont Colette fredonnait en préparant son café le matin, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Il l'avait vue constamment les yeux rivés sur son téléphone, souriant à des messages qu'elle effaçait aussitôt. Et un dimanche, 3 mois plus tôt, il était allé au café chercher des documents oubliés et avait aperçu, par la fenêtre, Colette et le jeune employé dans une étreinte qui n'avait rien d'amical. Mais Henri n'avait rien dit, car il gardait lui aussi un secret qu'il portait depuis des décennies avec honte et peur. Henri était homosexuel. Il l'avait toujours été. Même dans les années 50, lorsqu'il épousa Colette, même pendant toutes ces années de mariage, d'enfants et de faux semblants. Il s'était marié parce que c'était la norme à l'époque.
Être homosexuel dans la France des années 1960 était inacceptable, surtout pour un comptable respectable issu d'une famille catholique. Il choisit donc la vie qu'on attendait de lui. Il aimait Colette du mieux qu'il pouvait, comme une amie et une compagne. Mais il ne la désirait pas. Il ne désirait aucune femme. Durant toutes ces années, Henri avait eu ses propres rencontres secrètes, des hommes rencontrés dans des bars cachés du Marais, des aventures sans lendemain, anonymes, qui le laissaient à la fois coupable et reconnaissant. Et depuis 5 ans, il avait un amant régulier, Bernard, un instituteur retraité rencontré lors d'une partie de pétanque. Il se voyait 2 fois par semaine dans le petit appartement de Bernard à Belleville, où Henri pouvait enfin être lui-même. Sophie était sous le choc. Son monde, si soigneusement organisé, s'était effondré en quelques minutes. Ses parents, mariés depuis 47 ans, étaient tous deux des menteurs, tous deux des traîtres. Tous deux menaient une vie de mensonges. Henri demanda à sa fille de comprendre. Ce n'était pas la faute de Colette. Elle méritait d'être véritablement aimée, chose qu'il n'avait jamais pu lui offrir, si elle avait trouvé cet amour auprès de ce jeune homme, même pour un court instant, même si cela avait fait scandale aux yeux du monde, il lui en était reconnaissant. Car sa femme méritait le bonheur après des décennies passées à s'occuper d'un homme incapable de l'aimer pleinement. Le lendemain matin, Henri se rendit au café. C'était lundi, et Colette était seule à tout préparer pour l'ouverture. Lorsqu'elle le vit entrer, elle se figea. Elle se prépara à la colère, aux accusations, à l'inévitable divorce. Mais Henri tira simplement une chaise et l'invita à s'asseoir. Puis, il lui raconta tout. 50 ans de mensonges jaillirent de sa bouche. Il parla de la peur constante d'être découvert, de la honte de ne pouvoir être honnête même avec lui-même, de son admiration pour sa force, malgré son incapacité à lui rendre son amour. Il s'excusa d'avoir gâché sa vie, de l'avoir maintenue prisonnière d'un mariage sans passion, d'avoir été trop lâche pour les libérer tous deux des décennies plus tôt. Colette pleurait. Elle pleurait toutes ces années perdues, les mensonges partagés, la vie qui aurait pu être différente pour eux deux, mais elle éprouvait aussi un étrange soulagement. Elle n'était pas seule à se sentir coupable. Ils avaient tous deux menti. Ils avaient tous deux cherché l'amour hors du mariage qu'ils entretenaient par artifice. Ils parlèrent pendant des heures, peut-être la conversation la plus sincère qu'ils aient eue en 47 ans de mariage. Henri dit qu'il voulait divorcer, non par colère, mais par besoin de liberté. Il voulait passer ses dernières années à vivre ouvertement avec Bernard. Et il voulait que Colette soit libre, elle aussi. Libre d'être avec Julien si le jeune homme la désirait encore, libre de vivre enfin pleinement sa vie. Colette était d'accord, c'était le moment, c'était même plus que le moment. Mais lorsqu'elle tenta de contacter Julien, elle découvrit qu'il avait quitté Paris. Son numéro était injoignable, le petit appartement qu'il louait à Pigalle était vide, un autre locataire y ayant déjà emménagé. Personne ne savait où il était passé. Il avait tout simplement disparu, sans doute honteux du scandale, peut-être soulagé d'échapper à une situation inextricable. Colette sentit son cœur se briser. Elle était enfin libre d'être avec lui. Mais il était parti. 2 mois plus tard, alors que Colette et Henri vivaient leur divorce à l'amiable, qui faisait grand bruit dans les cercles familiaux et mondains de Montmartre, une lettre arriva au café. Elle venait de Toulouse. Elle était signée Julien. Il expliqua tout de l'écriture soignée d'un artiste. Il avait quitté Paris, non pas par manque d'amour pour Colette, mais par amour excessif. La différence d'âge, le scandale, l'horreur sur le visage de Sophie, tout cela l'avait amené à se demander s'il n'était pas égoïste, s'il ne gâchait pas sa vie sur un coup de tête. Alors, il avait fui, persuadé d'agir pour son bien, mais il ne pouvait l'oublier. Il ne cessait de penser à elle, aux dimanches au café, aux poèmes qu'elle avait écrits, à l'éclat de ses yeux lorsqu'elle parlait des livres qu'elle aimait. Alors, il avait besoin qu'elle sache. Si elle le souhaitait, s'il y avait la moindre possibilité, il reviendrait. L'âge n'avait aucune importance, le jugement du monde n'avait aucune importance. Il l'aimait.
Il aimait cette femme de 71 ans qui avait eu le courage de poursuivre le bonheur alors que la plupart des gens se seraient résignés au vide. La lettre se terminait par une adresse à Toulouse et une supplique « Veuillez répondre ». Colette lut la lettre 50 fois, puis elle écrivit sa propre réponse. Mais au lieu de l'envoyer par la poste, elle acheta un billet de train pour Toulouse. Elle trouva Julien qui travaillait dans la cordonnerie de son père, réparant des semelles de chaussures avec les mêmes mains qu'il avait touchées si tendrement. Lorsqu'il l'aperçut à la porte, il laissa tout tomber et courut vers elle. Ils s'embrassèrent là, sous les yeux du père de Julien et des clients surpris, et Colette ne prêta aucune attention au regard, ni au chuchotement. Elle resta à Toulouse. Elle vendit ses parts du café à Henri, qui le transforma en un petit espace culturel LGBTQ, où lui et Bernard organisaient des lectures de poésie et des expositions d'art. Mathieu et Sophie mirent des années à accepter les décisions de leurs parents, mais finirent par trouver la paix en sachant qu'ils étaient enfin heureux. Colette loua un petit appartement près du magasin de chaussures. Elle reprit ses études et s'inscrivit à des cours de littérature à l'université locale, un rêve qu'elle caressait depuis 50 ans. Elle commença à publier ses poèmes dans des revues littéraires locales sous un pseudonyme. Quant à Julien, inspiré par elle, il se remit à ses études artistiques, animé cette fois d'une motivation renouvelée. Ils ne se sont pas mariés. Ils n'avaient pas besoin de papier pour valider leurs sentiments. Ils vivaient tout simplement, enfin libérés des mensonges et des attentes. Le week-end, ils se promenaient main dans la main le long des berges de la Garonne et Colette songeait qu'à 71 ans, sa vie avait véritablement commencé. Le dénouement touchant n'était pas tant leur acceptation sociale ou une fin parfaite, c'était plutôt la libération de Colette et Henri, deux êtres prisonniers pendant des décennies d'un mensonge, même bien intentionné. Et ce faisant, ils se sont libérés mutuellement. Ils ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour la vérité, jamais trop tard pour l'amour, jamais trop tard pour un nouveau départ. Et lorsque Colette mourut à 86 ans, entourée de Julien et des livres qu'elle avait enfin publiés, ses derniers mots furent « enfin ».